c'est un vrai enjeu politique de savoir ce qu'on entend par pauvreté ou extrême pauvreté. Et l'objectif de développement durable numéro 1, qui concerne l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes à l'horizon 2030, fait l'objet d'un suivi de la part de la Banque mondiale qui utilise une définition de l'extrême pauvreté qui est à ce point, je dirais, peu exigeante, cette définition qu'elle ne sert plus de fonction utile comme boussole. Cette définition, c'est que l'on est en situation d'extrême pauvreté quand on dispose de moins de 2,15 $ par jour et par personne en pouvoir d'achat du dollar américain pour l'année 2017. Pour illustrer ceci, on est considéré comme n'étant pas en extrême pauvreté au Portugal si on a plus de 90 $ ou 90 € plutôt par mois, ce qui est évidemment absurde. C'est dingue. Et donc, les bulletins de victoire que régulièrement l'on diffuse sur la réduction de la pauvreté extrême ne doivent pas nous tromper. De manière plus générale, la tendance a été depuis 50 ans à définir la pauvreté à partir des revenus nécessaires à satisfaire des besoins physiologiques, des besoins de base. On a d'ailleurs une expression en anglais qui est la Basic Needs Approach, l'approche fondée sur les besoins de base. Et en partant d'une définition de la pauvreté, donc, qui est extrêmement peu exigeante et qui, en gros, dit que on n'est plus en extrême pauvreté dès lors qu'on ne meurt pas de faim. Et donc, il y a d'autres définitions qui sont proposées. Il est déjà plus intéressant d'aller vers une définition multidimensionnelle de la pauvreté, où on mesure la pauvreté non pas en fonction du pouvoir d'achat, mais en fonction des biens et services auxquels on a un accès effectif, par exemple en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de logement. Et ce qui est intéressant là, c'est que si ces biens sont fournis en tant que service public, en tant que bien public par le gouvernement, financés par l'impôt, ils vont permettre de réduire la pauvreté, même si le pouvoir d'achat de l'individu demeure faible. En d'autres mots, c'est reconnaître qu'il y a d'autres manières de satisfaire ses besoins que d'augmenter le pouvoir d'achat de l'individu pour que sur le marché il puisse acquérir ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins essentiels. Mais même cette définition multidimensionnelle de la pauvreté, qui sort, je dirais, d'une approche strictement centrée sur le revenu de l'individu, n'est pas satisfaisante. Quand on écoute les personnes en pauvreté, quand on leur demande de parler de ce qu'est pour elles l'expérience de la pauvreté, que disent ces personnes ? Elles parlent, c'est vrai, de revenus insuffisants, de l'absence de travail décent et suffisamment rémunérateur, mais elles disent aussi l'image négative de la pauvreté dans les yeux des personnes qu'elles croisent. Elles parlent de discrimination, elles parlent des humiliations qu'elles subissent, elles parlent du sentiment de honte que l'on a comme parent quand on ne peut pas payer la classe verte à ses enfants, ou qu'on ne peut pas l'habiller convenablement de manière telle que l'enfant se fait harceler à l'école et veut abandonner l'école, etc. Donc, c'est l'exclusion sociale ici dont il s'agit. Et cette exclusion, elle résulte de l'écart entre ce que la moyenne des gens dans une société peuvent se permettre et ce que les personnes en pauvreté peuvent se permettre ou ce dont elles sont au contraire privées. Et là, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que plus le niveau moyen de richesse dans la société augmente, plus les attentes sociales augmentent. Aujourd'hui, on est considéré comme exclu quand on n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone portable, quand on n'a pas la possibilité effectivement d'aller en classe verte ou de s'inscrire au club de foot ou d'acheter peut-être la dernière génération d'iPhone dans certains cas. Et donc, il y a des formes d'exclusion nouvelles qui apparaissent à mesure que les attentes sociales se développent. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aller vers une définition de la pauvreté qui la traite non pas comme une valeur absolue en termes de besoins élémentaires à satisfaire, mais comme une valeur relative. On est pauvre quand on est relativement mal classé sur l'échelle sociale, quand par exemple on a des revenus qui sont en deçà de 50% du revenu médian. Et pour moi, c'est ça, la définition de la pauvreté qu'il faut retenir, parce que c'est celle qui correspond au sentiment d'exclusion que les gens en pauvreté ressentent. On a une étude fascinante faite par A.T.D. Carmonde et l'université d'Oxford qui a comparé
l'expérience de la pauvreté décrite dans 3 pays riches et dans 3 pays pauvres. Les pays riches, États-Unis, Royaume-Uni et France, et les pays pauvres, il s'agissait de la Bolivie, de la Tanzanie et du Bangladesh. Et ce qui est frappant, c'est que, évidemment, ce n'est pas la même chose que de vivre dans une hutte dans la brousse en Tanzanie ou de vivre dans un logement social à Birmingham ou à Londres. Mais le sentiment d'exclusion, de honte, de stigmatisation, de discrimination est exprimé avec les mêmes mots. Et donc, ces sociétés, quelles que soient les différences très considérables entre elles, et la capacité pour des pays comme le Royaume-Uni ou la France de protéger les gens de la pauvreté qui tue, la famine, néanmoins, on a cette expérience commune que la Télé Carmonde décrit comme relevant des dimensions cachées de la pauvreté. Pourquoi dimensions cachées ? Parce que ce sont celles que ne mesurent pas les indicateurs macroéconomiques. Et donc on peut avoir une société qui augmente son PIB, qui voit même augmenter la part du PIB qui va aux travailleurs et travailleuses, et qui présente toutes les apparences d'être sur la voie du progrès social, et où le sentiment d'exclusion en même temps progresse. Et donc c'est cela qu'il faut essayer de comprendre, et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la pauvreté, c'est en fait aujourd'hui, dans les pays riches en tout cas, ça doit être une lutte contre la croissance des inégalités. Et si on veut, à travers la croissance économique, réduire la pauvreté au prix d'une augmentation des inégalités, on se trompe. On va créer de l'exclusion, même si les indicateurs macroéconomiques vont donner l'impression qu'en fait on satisfait mieux les besoins élémentaires.